a présenté l'an dernier aussi, et il est revenu cette année, vu que c'est un monsieur que nous avons adoré l'an dernier. Merci Hervé. Merci. Tu as... toujours... Non, c'est pas grave. Tout est parfait. Non, voilà, il va te donner un vrai micro quand même. Pas de problème. Donc tu fais vite. Je vais faire vite et bien. Mais tu bâcles pas. Allô. Merci. Si, ça va marcher, t'inquiète. Merci beaucoup. Déjà, merci de nous accueillir. Et il faut donner un micro à Audrey aussi. Parce qu'en fait, comme on doit aller très vite, on s'est mis à deux pour parler. Merci. Je voudrais vous remercier et féliciter tout le monde pour la qualité des conférences. Moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. J'ai rajouté Audrey Lacan, qui est radiologue, ORL sur Paris. Et aujourd'hui, c'est quelles images, quelles attitudes ou quand les radios parlent. C'était l'objectif de la conférence. En fait, elle est née de vous l'année dernière. Pourquoi? Parce que, en fait, l'année dernière, il y a une personne de chez vous qui m'a interrogé sur un plan de traitement. Et en fait, je n'ai pas su y répondre. Je ne sais pas si elle est présente, mais en tout cas, je m'excuse. Elle m'avait demandé un traitement orthodontique sur un patient qui avait finalement un sinus procident. Et la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on pouvait ou pas mobiliser les dents pendant un traitement orthodontique alors que la patiente n'avait pas d'os au niveau du sinus. Et de là, on a travaillé, et j'ai une consoeur qui m'a envoyé cette radio panoramique, elle s'appelle Sabrina Minsky, elle a fait Médina, je crois. Et elle me dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Et alors, pour vous, ça va sauter aux yeux, c'est évident, mais pour nous, c'était compliqué. Et je me suis dit, bah, écoute, moi, je ne sais pas, je vois effectivement la canine incluse, mais fais un scanner, pour moi, il y a un mésiodonce, ici. Excusez-moi, là. Et donc, elle me dit, t'es sûr? Je lui dis, écoute, oui, pour moi, il y a ça. Donc, je l'envoie chez Audrey. Ah oui, c'est moi qui passe, pardon. Et finalement, on fait un scanner et je ne trouve pas le mésiodonce. Impossible de le trouver. Donc, je fais une reconstruction 3D et je ne le trouve pas toujours. Et la reconstruction 3D, ça permet vraiment pas du tout de pouvoir... Ça passe tout au crible. C'est vrai qu'on se base sur des panneaux, et sur des panneaux, on va s'interroger sur la réalité de la chose. Quand on regarde bien la panneau que je vous ai montré, aujourd'hui, vous savez, en radiologie, on dit, c'est Edith Lejoyeux qui disait ça, on voit avec les yeux de l'amour. Ça veut dire qu'on ne voit pas les éléments, mais on les voit parce qu'on les connaît. Et en fait, si vous regardez bien, regardez, ça c'est le nez, l'aile du nez. Et on a de l'autre côté au contralatéral. Ça veut dire qu'en fait, ce que je croyais être un élément anatomique, et pourtant ça fait 30 ans que je fais ça, et soi-disant je considère que je sais tout faire, bah, en fait, je ne savais rien faire du tout. Il y avait effectivement rien. Et quand je dis rien, c'est la superposition des ailes du nez qu'on voit plus nettement sur la panoramique. Et c'est pour ça qu'on dit les radios parlent. Cette conférence, elle se mélange aussi avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que ce n'est pas purement un planteau que je vous montre, mais c'est surtout pour nous dire que les radios nous donnent des informations. Et il y a un maxillofacial qu'elle a ici, donc c'est important parce que je vais essayer de vous interroger rapidement, en même temps qu'Audrey va nous amener plein d'informations. Là, cette radio panoramique, si vous pouvez m'éteindre un petit peu la lumière. If you can put the light on, please, sir. Off. Thank you. Ça, nobody there. OK. So, ici, si vous voulez, on s'interroge et on peut se dire, est-ce qu'on peut traiter n'importe quel patient à partir du moment où on a une panoramique? On peut traiter, mais on appartient à une famille qu'on appelle la famille des médecins, même si on est dentiste, maxillo, radiologue. Et donc, quand on a un patient, on doit savoir l'orienter vers tout ce qu'il y a à prendre en charge. Ce patient, on a sa panneau, bien sûr, on peut faire de l'ortho, pas de l'ortho, mésialiser, mettre des implants. Mais est-ce que je dois m'interroger sur quelque chose sur cette radio? Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre rapidement? On va dire que oui. Donc ici, on s'interroge et on voit qu'il y a quoi ici? De chaque côté, c'est quoi? Ces taches à l'angle mandibulaire. Audrey, tu peux prendre le micro et répondre. Bah, c'est pas à moi de répondre. Il y a quelqu'un qui sait dans la salle? Ils sont... Oui, voilà, il y a des calcifications bilatérales là, des glandes parotidiennes. Donc il faut savoir répondre à tout ça. Une autre question ici, on a cette panoramique, ce patient il vient, c'est quoi? Alors, ce n'est pas un cours que je vous fais, ce n'est pas une interrogation, mais c'est des lésions qui doivent être remarquées. Ça, c'est un améloblastome. Donc, ça va être une lésion importante qu'un maxillo cohérent pourra prendre en charge, bien sûr. Ici, vous avez quoi? Alors, cette image, elle est pleine. Vas-y, si tu veux leur expliquer. On a ici une image. Donc, en haut, là, sur le condyle. Ouais, c'est bien, carotide.
Ici, il y a une métastase au niveau du condyle mandibulaire. Ici, des calcifications. Également ici. Alors, on ne sait pas à ce moment-là, ici, ça, je pense que c'est au niveau de la glande sous-maxillaire. Ici, ça peut être également la glande sous-maxillaire. Ça peut être aussi des calcifications carotidiennes. C'est assez fréquent dans ces zones-là. En tout cas, on ne peut pas passer inaperçu des lésions radiologiques. Et c'est pour ça que les radios nous parlent et il faut savoir interpréter les radios. Ici, vous avez quelque chose qui n'est pas noté, mais quelqu'un va me dire ce que c'est? Voilà. Et dans certains cas, l'apophyse styloïde, qu'est-ce qu'elle fait, Audrey? Il y a une ossification du ligament styloïdien et donc il y a des apophyses styloïdes longues, comme ici par exemple, là sur celle-là. Donc quand il y a des patients qui se plaignent de douleurs, où il y a pas mal de symptomatologies différentes, des douleurs au niveau cervical, des douleurs en avalant, etc. Parfois quand il y a une ossification complète du ligament, ça peut donner des douleurs dans la région amygdalienne. Et donc là, le patient, il avait une douleur au niveau de l'amygdale à droite. Sachant que ce patient ne venait pas pour ça, il venait pour une prise en charge d'un patient qui avait été opéré. Regardez, il a été assez bien opéré, ça veut dire que je me moque du patient. Il a été mal opéré, le sinus n'est pas bien fait, il n'est pas bien comblé, etc. Alors, tout ça, je ne vais pas vous le refaire, mais il ne faut pas oublier chaque élément anatomique, qu'est-ce que le condyle, le processus coronaire, etc. Et donc, on doit, comme on a la connaissance de la localisation des différents éléments anatomiques, eh bien, on peut les visualiser ou les identifier de manière plus facile. Il ne faut pas l'oublier. Le plus difficile à retenir, c'est celui-là, le 3, la fausse sigmoïde. Bon, bref. Donc, je vous dis simplement de ne pas oublier tous ces éléments. Voilà. Ici, autre élément important, on a une panoramique. Vous êtes orthodontiste, moi je suis chirurgien dentiste, ma spécialité c'est de faire que les implants. Le maxillofacial, il va faire de la chirurgie. Mais quand on a une pano, avant de se lancer en traitement, on doit savoir identifier des lésions qui vont pouvoir nous gêner ou pas dans la prise en charge du patient. Ok, on va bouger les dents parce qu'on fait de l'ortho. Ok, je suis un implanto, je fais des implants. Est-ce que je peux opérer un patient, n'importe quand, n'importe comment, ou le prendre en charge, sans ou en faisant abstraction des lésions pathologiques? Ce patient, qu'est-ce qu'il a? A priori, il n'a rien. La seule chose qui va m'interpeller, c'est une petite image intrasinusienne ici. Est-ce qu'elle est pathologique ou pas? Il a une opacité complète du sinus maxillaire. On voit que le sinus maxillaire, il est plein, alors que là, il est bien aéré. Et dans le sinus maxillaire, il y a une petite image effectivement dense. Bon, c'est sûr que là, on voit mieux. Et au niveau du scanner, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, sur le cone beam, on voit effectivement la sinusite avec le comble. Donc là, c'est la reconstruction panoramique du cone beam. Et ça, c'est les images où on voit bien donc, le comblement du sinus avec l'élément métallique et la sinusite chronique avec l'ossification de la paroi du sinus maxillaire. Ça veut donc dire que, en fait... Et donc, il avait bien un aspergillome. Voilà. On voit et le corps étranger et les calcifications arciformes. Donc, c'est une sinusite aspergillaire au niveau du sinus maxillaire droit. Donc si on remet la panneau initiale, voilà. C'est sûr que là, bon, on devine, mais on n'a pas le diagnostic de certitude. Alors, je vais remettre ça et en même temps, je vais vous en profiter, puisque vous faites parfois des scanners de reconstruction 3D. Il y a une image pathognomonique de la sinusite chronique, c'est l'épaississement des corticales maxillaires. Ici, vous voyez qu'elle est fine, alors qu'ici, elle va être épaisse, qui est le signe que cette sinusite aujourd'hui est chronique. Puisque tout à l'heure, vous parliez des muscles qui tirent l'os et qui permettent la croissance de l'os basal dans les rotations avec le fameux pull, puisque j'ai compris. Et bien ici, en fait, la muqueuse, à cause de la sinusite chronique, va être tractée au niveau de la membrane de Schneider et va faire cet épaississement au niveau des membranes maxillaires, de l'os maxillaire. Ici, vous avez une panoramique, pareil. Bon, là, c'est plus évident, hein. C'est ça, après. Donc là, c'est pareil, il y a encore un corps étranger métallique dans le sinus. Par contre, là, le sinus a l'air bien aéré. À la limite, on a l'impression que c'est le droit qui est plein. C'est pas toujours évident sur les panneaux. Et au scanner, on voit qu'il y a juste en fait ce corps étranger dans le sinus maxillaire, avec un épaississement muqueux des sinus maxillaires de façon bilatérale, mais pas de façon significative. Donc là, il n'y a pas de sinusite significative sur ce corps étranger. Une autre panoramique. Qu'est-ce qu'on voit? On voit rien. Si, pareil. Je passe à la reconstruction 3D. On voit une sinusite. Regardez. Son sinus est plein. En fait, c'est vrai qu'il y a une phrase que tu dis tout le temps, c'est « on ne soigne pas une radio ».
C'est vrai qu'on ne soigne pas la radio. Mais vous voyez, là, on peut se lancer. Je vais enlever la dent, je ne vais pas me poser de questions, je vais regarder si je peux faire des comblements, pas des comblements. Bien sûr, on fait toujours. Mais c'est intéressant à la panoramique de s'interroger. Et ça, en fait, on ne peut pas laisser le patient comme ça. Là, il a une sinusite complète antérieure, donc avec un comblement de l'ethmoïde antérieur et du sinus maxillaire. Donc ça, je pense que vous connaissez un peu les sinusites. Ah non, t'as un autre. On verra après. Donc là, sinusite antérieure complète. C'est sûr que la panoramique, si on reprend, oui, on voyait un petit peu un effacement avec un comblement du sinus maxillaire, mais autant sur celle-là, sincèrement, je trouve que c'est pas évident. Alors que sur le scanner, il est complètement plein. Et l'image qui est très importante pour nous, chirurgiens dentistes, ou vous, orthodontistes, ou les maxillos, ou tous les gens de la famille médicale, c'est une analyse des clichés. On va décrire très rapidement parce que le temps nous est compté, hein, Charlie, c'est ça. Mais non, reviens juste pareil, là. En fait. Est-ce que tu peux leur expliquer ça, l'image en bas à droite? Comme ça, on gagnera du temps. Explique-leur. Sur l'ethmoïde, donc de toute façon c'est anatomique, c'est qu'il y a l'ethmoïde antérieur et postérieur qui est séparé par la racine cloisonnante du cornet moyen. Et il faut savoir que l'ethmoïde antérieur, donc ici il y a la racine cloisonnante du cornet moyen qui sépare l'ethmoïde antérieur de l'ethmoïde postérieur. L'ethmoïde antérieur, ça se draine au niveau du méa moyen, comme le sinus maxillaire. Donc tout ce qui est sinusite d'origine dentaire, ça va donner des sinusites antérieures, donc maxillaire, ethmoïde antérieur et frontale, qui sont différentes des sinusites postérieures, donc ethmoïdale postérieure et sphénoïdale, qui se drainent au niveau du méa supérieur. Donc c'est pas du tout les mêmes origines. Donc les dents donnent, enfin la première cause de sinusite antérieure, c'est les dents. Au niveau de l'ethmoïde. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez la panoramique qui est assez floue, puisque c'est un examen de débroussaillage, d'abord, il ne faut pas se laisser aller à l'examen d'une panoramique et savoir se satisfaire d'une panoramique. Il faut savoir indiquer un examen maxillaire complet. Et la plupart du temps, vous avez tous des codes MIM ou des scanners qui ne donnent pas une image complète de tous les sinus de la face, frontaux, ethmoïdaux et maxillaires. Et on ne peut pas faire d'examen ou de diagnostic sinusien si vous n'avez pas les images des sinus ethmoïdaux, sphénoïdaux, frontaux et maxillaires. C'est tout, puisque ça, c'est typique l'illustration de ce que Audrey Lacan vient de vous expliquer. Là, c'est un patient qui vient nous voir post-chirurgie. Post-chirurgie. Et en fait, il va très bien. On respecte, pour ceux qui font de l'implantologie, les limites au niveau du plafond sinusien et tout va bien. On a une opacité des deux maxillaires, c'est très flou. Eh ben, l'imagerie 3D post-chirurgicale, alors qu'elle n'était pas du tout indiquée, regardez ce qu'elle révèle. Un comblement complet du sinus maxillaire droit, qui n'existait pas avant la chirurgie. C'est juste pour vous illustrer. Alors, ça, c'est quelque chose qui est cher à toi, Audrey, si tu veux en parler. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, c'est plutôt pour les bilans d'implanto, en fait, pour les sinus lifts, quand on opère un sinus maxillaire, sur l'importance de visualiser tout le sinus maxillaire et pas de réaliser que des imageries, comme on dit, des petits timbres-poste du bas-fond du sinus avant de mettre des implants. Et donc, c'est pour vous rappeler juste l'anatomie. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'ethmoïde antérieur et le sinus maxillaire se drainent dans la région du méa moyen. Donc là, il y a le cornet moyen et juste ici, il y a le méa. Et donc, le sinus maxillaire se draine via l'infundibulum dans la zone du méa moyen. Et donc, c'est une zone qu'on doit voir, bien sûr, avant de faire une chirurgie du sinus maxillaire. Et si c'est bouché, on ne peut pas opérer. Donc là, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Donc l'ethmoïde antérieur et l'ethmoïde postérieur séparés par la racine cloisonnante du cornet moyen. Et donc les sinusites antérieures encore avec l'ethmoïde antérieur qui est plein, le sinus maxillaire gauche qui est plein et la cause dentaire avec ici une lésion endopparodontale sur la 26. Ça, c'est ce qu'on trouve dans la plupart des cabinets avec des cônes BIM petits champs. Et donc là, on nous envoie des patients comme ça opérés. Et là, moi je dis, je ne peux pas vous opérer, c'est impossible. J'ai une panoramique, j'ai un cône BIM, le praticien est très fier de venir avec son cône BIM, je ne peux pas l'opérer. Pourquoi je ne peux pas l'opérer? Donc là, quand on voit les deux patients, effectivement, on se dit, donc ici, de ce niveau-là, il y a juste un petit kyste sous-muqueux, donc ça c'est banal, c'est pas pathologique. En tout cas, les deux sinus maxillaires semblent bien aérés. Pareil chez ce patient-là, on voit pas grand-chose, mais quand on prend l'imagerie complète, ici, le patient, il avait un comblement des deux fentes olfactives avec des amartomes des fentes olfactives. Et ici, effectivement, il a rien. C'est un examen qui est normal avec une rhinite allergique, donc un examen avec des sinus bien aérés. Donc là, celui-là à gauche, on ne peut pas l'opérer parce qu'il faut d'abord traiter ces amartomes. Et à droite, il n'y a pas de problème. Encore un autre exemple là. Donc là, si on voit les deux patients, on voit que les deux sinus sont bien aérés. On se demande là, c'est un peu épais, mais on ne voit pas très bien. Si on prend plus haut les images, on voit que ici le patient, il avait une grosse polypose nasale avec des gros polypes dans les fosses nasales qui comblent. Alors c'est sûr que là, les sinus maxillaires, ils sont bien, mais avec un œdème post-op, ça ne va pas bien se drainer au niveau des voies
au niveau du méa moyen. Et ici, le patient, il avait un aspergillome au niveau, en regard de la zone de drainage du sinus maxillaire. Alors ça, c'était juste un quiz qu'on revient tout à l'heure. Là, vous avez vu, il y a un énorme comblement sinusien qui a été réalisé par un praticien. Et d'ailleurs, le patient vient ici. Et est-ce qu'on peut opérer ce patient? Parce que le patient, il vient comme ça. En fait, il s'est d'abord présenté dans un cabinet dentaire et le praticien voit ce patient, lui dit bah, « écoutez, c'est très bien, je peux voir vos implants, est-ce que vous avez un comblement ?» Et le patient répond « j'ai jamais eu de comblement, monsieur, mais par contre, j'aimerais bien des dents. » Et le dentiste dit bah, « c'est parfait, je vais vous faire un comblement. » Sauf, prudence, il l'a envoyé chez l'ORL et chez le radiologue. Et le radiologue nous renvoie donc cet élément radiologique. Et en fait, il ne s'agissait pas du tout d'un comblement osseux, mais d'un sémentoblastome. Donc là, on est dans une lésion, genre améloblastome, mais sémentoblastome. Alors, il n'y a peut-être pas de caractère de malignité, mais ça veut quand même dire, tout à l'heure, vous parliez, est-ce qu'on a le droit de faire la contention des patients versus C, là, vous savez, ceux qui s'auto-soignent. En fait, on n'a pas le droit de prendre en charge un patient en termes de responsabilité médico-légale si on n'est pas au courant de l'état antérieur comme ça, sinon vous en portez la totale responsabilité. Et l'état antérieur est fondamental, ou la connaissance de l'histoire, ou de la maladie, ou de pourquoi il est comme ça aujourd'hui. Combien de patients, quand on a fait dentaire, on a le patient qui est arrivé, il lui dit « faites-moi l'endo » et il amène une radio. Mais en fait, vous reprenez le traitement de racine, il y avait déjà une lime cassée à l'intérieur. Reprenez une radio pour savoir ce qui se passe, parce que vous allez emporter la totale responsabilité. C'est ce que tu avais dit, il faut mieux pas toucher. Et là, bon, ça c'est des choses typiques, vous savez, hop, et là systématiquement on fait un cone beam. Et on fait un cone beam et on voit effectivement une image 3D avec la reconstruction 3D et la racine. Là, je vous ai mis ça, pourquoi? Parce que vous connaissez ou pas, mais cette image lacunaire du bas, ça s'appelle la lacune de Staphné. Ce sont des glandes, les glandes salivaires, qui vont venir faire des concavités au niveau de la mandibule, et ce n'est pas pathologique. Ce sont des glandes salivaires accessoires, secondaires, en plus. Et ça fait une dépréciation au niveau du bord mandibulaire, donc ce n'est pas pathologique. Il faut savoir s'intéresser sur ce qui est pathologique comme ce qui n'est pas pathologique. C'est pour ça qu'on dit que les radiologies parlent et la radio parle. Donc là, c'est pareil, vous connaissez, on peut aller vite. Ça, par contre, c'est quoi? Panoramique, le patient se présente au cabinet. On peut tout voir. On est en train de préparer un livre, et là, je suis preneur de toutes les radios, et on appelle ça cabinet de curiosité. C'est toutes les inepties radiologiques qu'on peut trouver. Et ça, c'est quoi? C'est un tenon qui a été balancé au niveau du sinus, un tenon de racine. Il a voulu enlever sa dent, il a balancé le tenon intrasinusien, et là, bah, allô maman bobo, il va falloir le retirer. Donc on peut trouver plein de choses. Plein de choses. Ça, c'est des inepties et des inepties et des inepties. Alors, au début, on avait dit la radiologie parle. Et tout à l'heure, ça, c'est quoi? Ça, c'est des calcifications carotidiennes. Voilà. Enfin, très importantes. Donc là, il faut qu'il aille faire un Doppler des TSA, le patient. Ça veut dire que vous faites une pano, vous n'êtes pas cardiologue. Mais quand vous voyez des choses comme ça, bah, c'est intéressant d'envoyer le patient faire quoi? Un Doppler des TSA. Alors c'est rare, c'était une lithiase amygdalienne, je crois. Très rare. Et ça, je vous l'ai mis la télé, pourquoi? Parce que vous faites beaucoup de téléradiographie de profil, moi j'en fais jamais. Et là, c'est quoi? Pareil, les carotides. D'accord. Donc vous les voyez, ces calcifications. Donc vous faites des télés. Donc c'est important d'orienter son patient. Pardon, je suis en arrière. Tac, tac, tac. Alors donc, je reviens dans le vif du sujet. Pourquoi je le mets? Parce que je lui fais honneur. Il a passé sa thèse en intelligence artificielle jeudi dernier. Et il s'appelle Raphaël Benayoun. Son directeur de thèse, c'était Franck Moyal. C'est un de mes amis qui travaille à la Pitié-Salpêtrière. Et dans sa thèse, je reprends le fameux schéma de madame tout à l'heure. Donc je vais te remercier parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Juste pour information, le deep learning, pour faire gros, c'est qu'en fait, on fait la reconstruction de l'IA, mais à partir des neurones qui reprennent notre cerveau, ce qui fait qu'on essaye de reconnecter, de créer une IA à partir des circuits neuronaux humains. L'intelligence artificielle de base, vous savez, on donne des données, c'est nourri, et de là, ça va travailler. Le matching, c'est qu'en fait, on va apprendre en même temps à la machine et on va l'approvisionner. Mais c'est très intéressant parce qu'il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites en intelligence artificielle, et je vous prends cet exemple. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Aux États-Unis, ils se sont dit, on va essayer d'étudier qui, à niveau de l'hôpital, rapporte de l'argent pour optimiser les soins aux États-Unis. Donc ils ont regardé et ils ont fait un bel admiral qu'ils ont regardé dans la planification des rendez-vous qui venait, qui était ponctuel, qui n'était pas ponctuel.
Et ils se sont rendus compte que finalement, ceux qui n'étaient pas ponctuels et ceux qui venaient jamais, c'était que des Noirs. Et ils se sont dit, les Noirs n'ont pas besoin de santé aux États-Unis. Donc l'intelligence artificielle a défini que les Américains noirs n'avaient pas besoin de soins parce qu'ils ne venaient pas à l'hôpital. Bien sûr, ils ne sont pas remboursés. Et qu'en fait, ils n'étaient pas assidus au rendez-vous. Donc la demande en termes de santé publique pour les blacks américains n'était pas nécessaire aux États-Unis. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc si vous donnez les mauvais algorithmes à l'intelligence artificielle, ben, vous êtes dans le faux. Et c'est pareil par rapport aux dépenses à l'hôpital par visite et revenus. Pour optimiser, ben, ils voient que les faibles revenus ne venaient jamais et l'origine ethnique noire ne venait pas. Donc comme ils ne venaient pas, que je n'avais pas de revenus, ils n'ont pas besoin de santé publique. Donc ceux qui ont besoin de soins aux États-Unis, ce sont les riches et les blancs. C'est magnifique l'intelligence artificielle. Chez nous, tu en as parlé, on a un logiciel, alors celui qui fait beaucoup parler de lui, celui que ton fils connaît, c'est Allison, c'est vrai que ce n'est pas du tout abouti, ça ne marche pas très bien pour l'instant, la détection des caries, etc., mais on va y venir. En ce qui concerne l'endodontie, pareil, ils ont évalué des critères de douleur pour simplement savoir quand est-ce qu'il fallait orienter en endo, pas en endo. Ce n'est pas abouti, mais on s'oriente. En paro, on arrive à évaluer ce qui se passe en paro et on va faire des panoramiques, on va les codifier, les centraliser, on va venir des protocoles pour dire parodontite ou pas parodontite. Pas encore abouti. En chirurgie parodontale, on va par rapport à la radio essayer d'étiqueter pour l'orientation, la prise en charge du patient, quand est-ce que ça va être long et rapide. Tout ça, c'est pour optimiser la prise en charge des patients en clinique et en centre pour que ça aille de plus en plus vite. En implanto, c'est le seul abouti. On a enrichi un fichier de plus de 12 000 implants pour savoir identifier les implants. Ça, c'est abouti. Mais par contre, il faut faire du matching ou du deep learning en permanence pour l'enrichir. Et en ortho, c'est vous qui en parlerez le mieux que moi, parce que ça, pour moi, ce n'est pas possible. En esthétique, c'est fait. En tout cas, ce qu'on avait voulu vous présenter pour nous aujourd'hui, c'était vous sensibiliser à l'importance des radios conventionnelles, panoramiques, la 3D, et de ne pas oublier que chaque radio a une histoire à nous raconter. On peut passer des choses de côté ou pas, mais il y a toujours un truc à trouver dans une radio panoramique. Si vous avez des questions, Audrey, si tu veux rajouter quelque chose. Il y a des questions. Merci beaucoup.